Bonjour tout le monde, ici Lucas Olivier de RPM en présence de l'Infiniti QX80 Autographe 2025. C'est carrément un des plus gros VUS que vous pouvez vous procurer dans l'univers des VUS de luxe. On en est déjà à la troisième génération de ce modèle-là. On se souvient en 2004, on est arrivé avec le QX56, puis la deuxième génération en 2010. Qui a perduré jusqu'à 2024, donc une très longue carrière. Et on arrive en 2025 avec cette nouvelle mouture qui est nouvelle, mais qui reprend quand même quelques éléments de l'ancienne génération. J'y reviendrai dans quelques instants. On va parler de design parce qu'on est du côté de chez Infiniti. On sait à quel point on insiste beaucoup sur ce point-là. D'ailleurs, c'est le designer en chef Alfonso Albaissa qui est responsable du design de ce véhicule-là. Et on arrive avec des éléments qui sont, somme toute, assez intéressants, peut-être un peu tirés par les cheveux, mais bon, on parle de design, comme la grille de calandre qui est inspirée des forêts de bambou japonaises ou encore les blocs optiques dans la partie supérieure qui servent de feu de jour et de clignotant, qui reprennent les notes de piano. Et on va encore plus loin à l'arrière avec l'unique feu qui regroupe plus de 300 d'ailes. Et là, on dit que l'inspiration de sa segmentation vient évidemment de la partie avant, mais aussi d'une ville qui réfléchit sur le bord de l'eau la nuit venue. Donc, on voit qu'on tire un peu par les cheveux au niveau de l'inspiration, mais j'aime quand même ce qu'on a fait. Je trouve ça assez conservateur dans son ensemble, mais le tout est somme toute assez agréable à l'œil. Très droit aussi. On reconnaît la silhouette du QX. On le sait, c'est la même silhouette qu'on a depuis justement 2004. Donc, un capot qui n'est pas si long que ça et un arrière qui est très carré, très rectiligne. Je trouve que c'est agréable à l'œil et c'est surtout distinctif. On reconnaît un QX lorsque l'on en voit un. Autre aspect qui est important, toutes les versions, il y en a quand même trois, luxe, sensoriel et autographe. Elles viennent toutes avec des jantes de 22 pouces. Donc, d'un point de vue extérieur, c'est un véhicule qui offre beaucoup de prestance. Et je tiens à souligner qu'Infiniti a fait un effort au niveau de l'aérodynamisme qui est maintenant à un coefficient de traînée de 0,37. C'est pas super, mais lorsqu'on regarde la devanture, on comprend pourquoi l'aérodynamisme n'est pas nécessairement au cœur du développement de ce produit-là. Lorsqu'on arrive à l'intérieur, là, on fait un bond quand même assez significatif par rapport à l'ancienne génération. Des matériaux beaucoup plus luxueux, une finition qui est nettement supérieure à ce que l'on a connu précédemment. Beaucoup de luxe et de confort. On arrive pour la première fois dans un QX avec un affichage tête haute. On a d'ailleurs deux écrans de 14,3 pouces devant nous. On le sait maintenant, c'est la mode d'avoir un écran gigantesque. Le QX n'y fait pas exception. Et on arrive avec une nouvelle génération aussi au niveau du système d'infodivertissement qui intègre notamment Google Automotive. Donc, plus de cartes maintenant qui sont faites proprement par Infiniti. On se réfugie du côté de chez Google. Et pour ce qui est de la gestion des modes de conduite et de la climatisation, tout ce qui est contrôle, on est encore une fois dans l'univers tactile avec un autre écran de 9 pouces avec une réaction haptique. Donc, vous le savez si vous appuyez correctement sur les commandes. De manière générale, l'ergonomie n'est pas vilaine. C'est quand même mieux que ce qu'on avait. Du moins, c'est beaucoup plus moderne. Mais je vous dirais qu'on se cherche encore un peu à l'occasion pour certaines commandes, notamment lorsque l'on veut changer les différentes interfaces, que ce soit au niveau de l'instrumentation ou encore du système multimédia. Confort des sièges qui est vraiment impressionnant, il faut le souligner. On a un très cintré, par contre, il faut le savoir, les personnes de taille forte vont peut-être trouver que les bancs sont un peu cintrés, mais de taille normale, je vous dirais qu'on y trouve quand même un certain confort. Ils sont climatisés et chauffants et même massants. Et vous pouvez avoir aussi ces caractéristiques-là sur la deuxième rangée de sièges lorsque vous optez pour la version autographe, qui est notamment le modèle que j'avais à l'essai. Infiniti a compris que les acheteurs de véhicules de luxe sont souvent des audiophiles et l'on intègre deux systèmes de son par Klimp qui offre dans la version de base 14 haut-parleurs jusqu'à 600 watts et lorsque vous optez pour les versions sensorielles ou encore autographe, et là on pousse la note littéralement, on a 24 haut-parleurs et 1200 watts de sonorité. C'est un bon système de son dans son ensemble, mais je vous dirais qu'on ne rejoint pas la qualité du système sonore que l'on va retrouver du côté d'un Land Rover ou encore du Cadillac avec le fameux système AKG. De manière générale aussi, c'est assez vaste à l'intérieur. Évidemment, c'est un véhicule qui est très, très gros, malgré le fait qu'on a exactement le même châssis, le même empattement.
on a apparemment un peu plus d'espace au niveau des volumes de coffre, que ce soit lorsque l'on est avec 3 rangées ou encore 2 ou seulement une rangée. Fait à noter, lorsque l'on parle de rangée, justement, seule la version autographe est un 7 places, ce qui veut dire que les 2 premières rangées sont des sièges capitaines et la 3e est une banquette à 3 places. Les autres versions luxe et sensorielles, on aura 8 places, donc 2, 3 et 3 encore une fois. D'un point de vue de motorisation, là, on efface tout et on recommence pratiquement au complet. Fini le vieux V8 de 5,6 litres. On arrive avec un fameux V6 biturbo compressé VR que plusieurs personnes connaissent. Dans le cas présent, il fait 3,5 litres. C'est évidemment une motorisation qui est dérivée de la Nissan GT-R ou encore de l'Infiniti Q50 Red Sport. Mais là, évidemment, le moteur est allègrement retravaillé, ce qui fait qu'on est maintenant à 450 chevaux et 515 livres-pieds de couple disponibles à 3600 tours minute. La motorisation travaille vraiment très, très bien. Elle est souple, elle est coupleuse aussi, quand même un régime assez bas, 3600 tours dans le cas de ce genre de véhicule-là. C'est somme toute assez intéressant en matière de puissance. Une bonne accélération assez franche et on doit ça en grande partie au fait qu'on a une nouvelle transmission. On délaisse la vieille 7 rapports et on arrive avec une nouvelle boîte automatique à 9 rapports. Dans ce cas-là, elle est développée par un partenaire de Nissan, Jatco, qui est plutôt reconnu pour la conception de boîtes CVT. Ça, il faut quand même le souligner, mais on sait que cette transmission-là a des affinités avec celle que l'on retrouve dans le Pathfinder et pour le moment, on a une bonne fiabilité. En matière de suspension aussi, là, c'est le jour et la nuit par rapport à ce que l'on a connu précédemment. Ce sont des amortisseurs pneumatiques, donc on a beaucoup de confort. Vous pouvez d'ailleurs surélever le véhicule en mode hors route jusqu'à 5 cm de plus, ce qui va vous donner une garde au sol jusqu'à 10 pouces, ce qui est quand même assez impressionnant pour ce genre de véhicules-là qui sont souvent orientés beaucoup plus sur le gros confort. On le sait que la base de ce véhicule-là, qui est toujours le vieux châssis d'ailleurs de l'ancienne génération, vient du Nissan Patrol, qui est un véhicule qui est pratiquement uniquement dédié aux activités hors route dans les plus extrêmes. Autre point qui est très important dans le cas du QX80, il maintient son autorité en matière de capacité de remorquage à 8500 livres. En matière de comportement sur route, maintenant, évidemment, ce n'est pas une ballerine, c'est un véhicule qui est très, très gros et très encombrant, mais il y a plusieurs éléments qui font que c'est un véhicule qui peut se distinguer pour certains types d'acheteurs. La motorisation offre un bon rendement, le couple est disponible à bas régime, donc ça, c'est un élément que j'ai trouvé très agréable. Sonorité aussi qui n'est pas mauvaise. Ce que j'ai moins aimé, c'est la gestion de la transmission à basse vitesse. Lorsque l'on est en ville, par exemple, elle va se montrer beaucoup plus hésitante. Si vous voulez annuler un peu cet effet-là, mettez-vous en mode sport. À ce moment-là, il sera plus incisif. Ça vaut la peine de le faire. Et considérez aussi qu'il y a 6 modes de conduite différents, dont neige et remorquage, des éléments qui sont importants dans ce type de véhicule-là. Direction qui est correcte. Évidemment, là, on est dans un énorme véhicule, donc on ne peut pas parler de la précision d'une Porsche, bien évidemment. Mais pour le segment, je vous dirais qu'on s'en tire assez bien. C'est mieux que ce qu'on fait, par exemple, du côté de chez Lincoln ou encore du côté de chez Lexus. Les suspensions. Vraiment, c'est ce qui va faire le changement, ce qui va rendre le comportement beaucoup plus agréable sur la route. Ce sont des amortisseurs qui sont adaptatifs. Comme je l'ai déjà dit, vous pouvez jouer aussi avec la hauteur de la suspension en fonction du mode de conduite que vous allez adopter. Les suspensions vont lire la route 100 fois par seconde pour vraiment optimiser le rendement, que ce soit le plus stable possible. Vous pouvez prendre des virages avec un certain entrain et ça, c'est un aspect que j'ai trouvé quand même pas négligeable, considérant que ce sont des véhicules qui sont généralement très peu agiles sur la route, à moins de s'appeler BMW X7 ou encore Land Rover Range Rover. En matière de prix, évidemment, c'est pas donné. On est dans l'univers des grands VUS de luxe, du pleine grandeur. Donc, de base, on est à 107 490 pour la version de base luxe. Vous avez ensuite la version sensorielle et on culmine avec le modèle que j'ai à l'essai autographe qui est à 127 490 $, mais auquel vous ne pouvez à peu près pas ajouter d'options, sauf peut-être l'une des 7 couleurs qui seront à choisir. En matière de recommandation, le véhicule est intéressant, mais est-ce qu'on le recommande? Pas tout de suite. C'est un moteur qu'on connaît, qui a connu des problèmes de turbocompression par le passé et on l'a quand même passablement modifié pour le QX80. Donc, on doit valider cette composante-là. Le mariage aussi avec la boîte automatique à 9 rapports, on doit valider ça. Et il y a aussi une collection d'innovations à l'intérieur des technologies, des caméras, le système de son. Donc, tout ça doit être validé
avant que l'on vous recommande ce véhicule. Mais une chose est certaine, le QX80 progresse dans la bonne direction dans l'univers des VUS pleine grandeur de luxe.